Et la fondation ICAT, tout ça, là, ils sont venus nous former. Comment semer, comment récolter, on nous a formés. Comment semer pour avoir de bons rendements? La technique est bien apprise. Des résultats à la hauteur de l'engagement des différentes parties prenantes. Le projet Agropole de Kara est sur les rails. À Souri-Katanga, dans la Soli, cette zone d'aménagement agricole planifiée ZAP imprime une autre vision à la production agricole. Avant l'aménagement de la ZAP, on travaillait individuellement. Avoir même 1 hectare, on avait de la peine. C'est suite à la ZAP, l'aménagement qui nous a favorisé à élargir nos champs, fait avoir même 5 hectares pour un producteur, alors qu'avant on n'avait pas accès à cela. Maintenant, on a bénéficié du labour des tracteurs qui sont venus nous labourer. On a eu les engrais à crédit, on a eu les semences. Même par exemple, par les années passées, vous voyez l'épi que je tiens là, l'année passée là. Un épi, ça fait le triple de l'épi de l'année passée. L'agropole du bassin de Kara en phase pilote est le champ d'action de la Fondation Siamol de la République de Corée au Togo. Elle offre un appui conseil aux acteurs des chaînes de valeur de filières agricoles retenus sur le projet. In situ, des formations sur des bonnes pratiques de production agricole naturelle. Et cela se passe dans des champs-écoles. Qu'est-ce que vous faites dire que ce sol est un bon sol? Qu'est-ce que vous voyez sur ce sol avant de dire que ce sol est un bon sol? Oui. Le sol est noir. Le sol est noir. Et ça sent bien. Et sur le sol, je vois des herbes noires aussi. Les herbes noires aussi, oui. On peut constater les éléments nutritifs dans le sol. Maintenant, est-ce que nos planches correspondent à un sol fertile, à un sol riche? On nous a appris à connaître le sol fertile et le sol pauvre. Nous avons vu tout ça là. Il faut vraiment protéger le sol contre l'humidité. On nous a appris à fabriquer le compost. Présentement, moi qui vous parle, cette année j'ai fait 15 hectares. Avant je faisais peut-être 1 hectare ou bien ça n'atteint pas. Bon. D'autres aussi sont là comme moi aussi, ils n'arrivent pas. Mais comme maintenant il y a l'aménagement, il y a les accompagnements de gauche à droite, chacun s'efforce à atteindre et dans ça il y a le revenu qui est doublé. Donc plus il y a l'augmentation des superficies, plus le bénéfice augmente. L'année passée, avec nos semences week-end et autres, j'avais fait 3 tonnes à l'hectare. Mais cette année, on nous a renforcé avec les semences améliorées et j'ai eu déjà 5 tonnes à l'hectare. Donc avec ce que nous-mêmes on faisait par notre propre effort et ce qu'on nous a accompagné, les rendements se sont triplés. Faire la terre et en tirer beaucoup de profit, c'est le credo de la Fondation Siamol qui prône un changement de mentalité. Nous demandons aussi aux jeunes, ceux qui veulent vraiment se lancer dans l'agriculture, qui viennent parce que l'État a mis tous les dispositifs en place pour que la production soit améliorée. Et donc nous, à Fondation Siamol, nous les accompagnons, nous, formateurs et techniciens, sont installés dans les ZAP pour donner l'appui technique et conseil qu'il faut pour une bonne production. Donc nous les appelons tous de venir et faire l'agriculture pour changer. Parce que chez nous, l'agriculteur c'est un entrepreneur agricole. Et donc du coup, il a les mêmes avantages que les autres industriels. Et ce n'est pas que ça. L'agropole de Kara a aussi reçu des accompagnements de la Fondation coréenne en matière de structuration et de gestion des entreprises rurales. C'est l'une des approches promues par Siamol pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des producteurs. Présente dans la zone du projet, la Fondation évalue le chemin parcouru. La Fondation Siamol participe à ce projet depuis 5 ans.
en coopération internationale avec le gouvernement de Togo et la banque BAD. Le séminaire et la visite du terrain de cette année, donc 2022, ont été organisés dans le but de réaliser un partage d'informations et aussi concernant les résultats réalisés dans la mise en œuvre dans le cadre de ce projet. Donc, à l'issue de la visite de ce terrain et à la réalisation du séminaire, il a constaté que ce projet sera couronné d'un succès. Ce qui va permettre de couronner ce projet d'un succès, c'est l'harmonisation entre les actions prises entre la BAD et le gouvernement togolais et la fondation CMAEL. Ce projet sera couronné de succès grâce à une coopération internationale avec l'appui du gouvernement togolais. C'est la deuxième visite officielle des experts coréens depuis le début de l'année 2022. Une mission pour s'enquérir de l'état d'avancement du projet dans sa globalité. De la visite guidée à travers des différents chantiers de construction des centres de transformation agricole, CTA, on en vient au point. Donc en fait, c'est la deuxième fois qu'il visite ce terrain où sont construits les CTA. Après sa visite en avril, il a constaté le taux d'avancement bien avancé par rapport à ce qu'il a constaté en avril. On lui dit qu'on y a informé qu'en mars, les constructions seront achevées. Il pense qu'il en est sûr que ce sera achevé en mars. Donc, en fait, il y avait un petit retard qui a été constaté par rapport à ce qui a été fixé comme objectif initialement. Mais après, à l'issue de sa visite sur le terrain, il pense qu'on pourra accélérer le taux d'avancement du projet, l'évolution du projet, pour atteindre les objectifs fixés. Jusque-là, nous avons noté une certaine satisfaction des producteurs que nous avons rencontrés, qui ont pu mettre en œuvre les enseignements, les formations données par des agents de la Fondation CMAEL. Donc ça, c'est le constat majeur que je voudrais faire, la satisfaction des producteurs. Mais dans le même temps, nous pouvons constater que le projet, même dans son évolution aussi, se met progressivement en place comme constat. On a visité des CTA, des centres de transformation agricole, et les bâtiments sont pratiquement très avancés. Donc, il y a bon espoir que le projet est sur les rails, comme constat. De leur coopérative. Mais les paysans aussi qui ne sont pas... Maintenant, nous sommes sur la bonne voie. Avec des visites effectuées à l'extérieur, des corrections sont en train de se faire. Et dans ce contexte-là, nous ne pouvons qu'avoir une appréciation positive de l'évolution du projet à ce stade. Aucun acteur ne doit agir de son côté. Il faut que tous les acteurs agissent de concert. Et donc avec la Fondation CMAEL, avec les partenaires, avec les techniciens togolais, tout le monde doit agir de concert. Et à partir de ce moment, tous les problèmes qui vont apparaître pourront trouver des solutions. L'ambition est d'atteindre au moins 765 000 hectares aménagés et valoriser la zone du projet de cette phase pilote. Pour l'heure, cette filière se partage les différentes ZAP autour de 11 centres de transformation agricole CTA. Le tout autour d'un agroparc de 50 hectares également en construction. L'accompagnement de la Fondation CMAEL, c'est aussi des actions de renforcement des compétences et connaissances relatives au développement communautaire avec les organisations de producteurs agricoles et les animateurs techniques des CTA. Actuellement, 25 organisations de producteurs agricoles sont organisées et structurées en coopératives agricoles modèles. On note aussi 40 sessions de formation pour plus de 67 000 producteurs et l'appui à la réalisation de 10 retenues d'eau. Le système opérationnel prévoit que les industriels qui seront installés au niveau de l'agroparc vont signer des contrats d'approvisionnement avec les CTA. Et les CTA vont organiser la zone de production pour pouvoir assurer la livraison de cette matière première-là qui va transiter au niveau des CTA
avant d'être acheminés au niveau de l'agroparc. Donc la zone de l'agropole a un potentiel agricole capable de satisfaire l'approvisionnement en matières premières au niveau des usines qui seront installées à l'agroparc. Par exemple, on a un objectif de couvrir 90 000 tonnes de produits agricoles en matière de riz, de couvrir 30 000 tonnes de maïs par an, couvrir 15 000 tonnes de sésame, 15 000 tonnes de riz pour la transformation. La perspective s'annonce belle. Reste que toutes les parties prenantes jouent bien leur partition pour le bonheur du monde des producteurs agricoles togolais. Mais aussi pour que les effets escomptés puissent être ressentis partout et surtout dans les assiettes. Engagée, désireuse de réussir et de s'épanouir. La détermination d'Akovi l'a conduit à travers monts et vallées à la conquête des producteurs. Son domaine d'affaires, collecte et vente de tubercules. Nous sommes dans la collecte de manioc. Nous travaillons avec les producteurs de manioc. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans un champ de producteurs. Nous faisons le peser. Par suite, nous allons amener le produit à l'usine. Nous avons signé un contrat avec une usine de transformation de manioc en amidon, qui est la NSCPA. Donc, on a signé le contrat de 2500 tonnes par an. Donc, déjà, on a commencé par livrer. Les produits collectés sont acheminés et livrés dans cette industrie, la NSCPA, ou la nouvelle société de commercialisation des produits agroalimentaires. 50 tonnes de manioc y sont pour l'heure transformées par jour en amidon et d'autres dérivés. Tout part du concept chaîne de valeur agricole promu par le PAEGSP, projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Accoucheuse de profession, Akovi a redécouvert cette autre passion qui l'a ramenée à la terre. Un retour gagnant. Je travaille seulement dans mon village, j'accompagne seulement un certain nombre de producteurs, mais pas de cette modèle. Mais grâce au PAEGSP, j'ai pu m'organiser dans mon travail. Et nous avons reçu des appuis techniques et financiers comme l'élaboration des plans d'affaires, les financements et tout ça. Donc, c'est grâce au PAEGSP que j'ai pu avoir le contrat avec l'usine qui est la NSCPA. Déjà, le marché est garanti. Garantir le marché, sécuriser tous les acteurs de la chaîne à travers un contrat à la base, tout le mécanisme est là. La NSCPA fait partie des petites et moyennes industries structurantes qui bénéficient de cet accompagnement du PAEG. Une immersion dans cette entreprise au cœur de la ville de cette colline et nous nous frottons avec le rêve de Dodi qui prend corps. Et le déclic a commencé à une mission que nous avons effectuée grâce à la présidence de la République autour d'un projet de la Bad Feed of Africa au niveau de Ibadan. Nous avons compris rapidement que d'autres pays sont très avancés sur nous et il faut rapidement rattraper le retard. Et pour rattraper le retard dans le domaine de l'agroalimentaire, Dodi a choisi la transformation du manioc. La rencontre avec ce projet du ministère du Développement à la base va vite faire évoluer les choses. À terme, nous sortons 10 tonnes d'amidon par jour en plein régime. Le PAEG nous a appuyés dans l'amélioration de notre gouvernance, nous a aussi appuyé dans le montage
et le cadrage de nos plans d'affaires et nous a aussi appuyé pour obtenir un financement global de 1,375 milliard au niveau de l'Ora Bank. La NSCPA tourne en plein régime et emploie près de 4000 personnes le long de la chaîne. Des clusters agro-industriels, le PAEJ en a promu à travers les régions du pays. Lomé, quartier Vakwasito. Agricole est une PMI structurante. Elle fait dans la transformation du soja en huile et tourteaux de soja biologique. D'abord, le maillon producteur qui s'occupe de la production à la base avec plus de 17 000 producteurs dans les 3 régions, à savoir Kara, Centrale et Plateau. Et de la production, il y a les agrégateurs qui s'occupent de la collecte des produits. Et une fois que les produits sont collectés, ils sont acheminés vers l'usine ici, que vous voyez, pour la transformation. Donc, nous transformons le soja à graines biologiques en huile et en tourteaux biologiques. Le soja est identifié comme l'un des secteurs porteurs. Agrocom y arrivait avec ses moyens de bord. Son envol, il le doit aujourd'hui au PAEJ-SP. Non seulement le PAEJ nous a aidés à travers une mise en relation avec les institutions financières de la place à lever des crédits sous la caution de la Banque africaine de développement et du gouvernement, à lever donc des crédits pour s'acheter de nouveaux équipements, mais également à acheter de la matière première à stocker pour pouvoir travailler toute l'année. Aujourd'hui, les résultats sont là. On est vraiment allé à l'échelle. Nous avons multiplié nos chiffres d'affaires, les quantités collectées, les quantités produites par plus de 10, par plus de 20 par année. Et je peux vous dire que pour la campagne passée, nous avons emblavé en termes de superficie au niveau du cluster plus de 18 000 hectares pour une production de plus de 20 000 tonnes de soja grain. 18 000 hectares, plus de 20 000 tonnes de soja produits, le chemin ne s'est pas fait tout seul. Sur le terrain, un agrégateur dynamique de poids, Trésor Agricole, une entreprise basée à Djingré dans la centrale. Mani Ezao est manager de la structure. Son activité principale, l'appui à la production et à la collecte des produits agricoles. C'est une chaîne complète. Nous sommes au milieu. Nous jouons d'intermédiaire entre la structurante et les producteurs. Donc nous faisons le travail d'encadrement, d'appui, de collecte. Et on traite le produit ici et on l'envoie vers Agrocom qui va le torturer avant d'envoyer pour l'exportation. En 2020, Mani a reçu un financement de 450 millions de francs CFA, ce qui lui a généré un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard 250 millions de francs CFA pour plus de 6 500 emplois directs et indirects créés sur la chaîne. L'entrepreneur rêve au plus grand. Ici, ça sera un complexe agro-industriel. Il y aura presque tout. Il y aura la trituration de l'autre côté. Il y aura la provenderie de l'autre côté vers le bas. Et en plus, d'autres magasins pour que ici, à l'horizon 2025, l'objectif c'est de pouvoir stocker ici 15 000 tonnes et les torturer sur place avant d'exporter. D'ici un mois, le site va être fonctionnel. En plus des magasins de stockage des matières premières et des produits finis, une usine est aussi prévue pour la transformation sur place. Tout ça, c'est grâce au PAEJ-SP. Vous voyez l'ancien local, vous voyez les conditions dans lesquelles ce local est. Voilà, depuis 4 ans qu'on a eu l'accompagnement du PAEJ-SP. Vous voyez, tout ce monde, c'est grâce à ça. Il y a des milliers d'employés qui interviennent ici. Ailleurs, d'autres chantiers poussent en remplacement des structures existantes, devenues exiguës avec le temps. À Notien,
Synergie d'action du millénaire au Sam Togo va bientôt déménager sur ce site. La société a grandi et nourrit maintenant d'autres ambitions. Ce partenariat qui nous a permis d'augmenter les chiffres en termes de production de soja bio et d'exportation nous a aussi permis de développer d'autres projets dans d'autres filières. Je vais prendre par exemple la filière ananas. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer une unité de transformation d'ananas dans la préfecture, dans la région maritime, dans la Baie, où nous allons transformer près de 200 tonnes d'ananas bio mensuellement. Donc l'unité est en cours, bientôt nous allons le lancer. Au-delà de ça, dans Tapan aussi, nous avons commencé par développer le bissap, l'hibiscus, l'exportation du hibiscus. Ça se faisait avant, mais avec l'appui, nous avons développé ces projets aussi. Et à ce jour, nous pouvons mettre toutes ces réalisations au crédit du PAEGSP. À quelques encablures de là, à Vissarl, derrière l'acronyme, tout un engagement qui finit par payer. Et 3 ans de marche avec PAESP, avec son soutien sur toutes les formes. L'année passée, la campagne passée, nous avons livré 2000 tonnes, avec une prévision de 5000 tonnes cette année. Donc le chiffre d'affaires passé de 2019 et de 70 millions, on est aujourd'hui à 600 millions pour la campagne passée, avec provision la campagne qui est en cours de 2 milliards. Atteindre un chiffre d'affaires d'au moins 2 milliards de francs CFA, un pari que compte gagner Kokou et son équipe. Mais il leur faut consolider le partenariat avec la base. De localité en localité, ils vont à la rencontre des producteurs. Des rencontres de mise au point, de rappel des consignes techniques, mais aussi de descente sur le terrain. Yolo, Ekomilanya, ni sovedo, de bio, ni chami so que tu avais mis là-bas. Ben, il y avait avec qu'on a glé, dit qu'on avait des mille et nous y a glé de elle de doguer toi. Toi vima, et n'y a pas de problème, mais mi basse soja comme soupe. Et mi a tué. T'as mis à tuer. Onana contrat kudunu mi be bon contrat ya mi ya chodo akuwe na mre da contrat ya adaseji da na ke kwa dola jago bala po soja ma no kwa mi wa okeke na chi majawa on to ko bi chi majawa na musula onyambe o macho mi agbo ewe efeke vai ma mi wo tunu amanyi efeke la kla vakia mi ya wo tunu ma weva. Les avantages tirés du développement des clusters sont légion. Partage de risques, paiement des dettes, accès garanti au marché pour les producteurs, mobilisation de superficies importantes emblavées. Nous rallions Guérenkoka via ce nouveau pont qui accroche les regards. Nous avons pris rendez-vous avec Fabrice, un jeune producteur du soja bio. De sa maison, il nous conduit dans ses parcelles. Mon champ commence à partir d'ici. Sinon, les années passées, j'avais fait d'abord le sorgho. Après le sorgho, l'année suivante, j'ai fait le arachide. Et puis l'année passée, c'est le soja. J'ai reconduit encore le soja cette année. Je crois l'année prochaine faire sur la même parcelle le sorgho, surtout le sorgho devient maintenant rare et coûte cher. L'accès à la terre et à une superficie importante, c'est le défi que compte relever Fabrice. Actuellement, à son actif, environ 30 hectares de soja. Il est régulièrement accompagné par Aloalid, spécialisé dans les productions et exportation des produits agrobiologiques. Il a bénéficié des conseils techniques et financiers.
On est dans un processus de certification biologique, donc il y a vraiment une grille qu'il faut respecter afin que le produit final puisse être bio. Donc nous passons au moment des défrichages, nous vérifions, nous venons également voir comment le producteur fait son labour. Est-ce qu'il n'a pas herbicidé avant de faire le labour? Nous passons vérifier ça. Ensuite, nous octroyons de la semence au producteur pour lui permettre de ne pas prendre des semences conventionnelles achetées au marché, mettre ça sur le champ de soja biologique. La réussite des affaires de Fabrice dépend aussi de celle de Al-Walid, l'entreprise structurante. Walid Aladjon, 31 ans, en est le patron. En 2019, il a reçu le financement de Ora Bank à hauteur de 377 millions de francs CFA pour un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs CFA. C'est cet appui-là même, je dirais, qui nous a permis d'arriver à ce niveau que vous voyez, tout ce que vous voyez là. Parce que le soja, ça brasse beaucoup d'argent. La dernière fois, à une formation, il y a un consultant qui disait que même si on nous donne tout le trésor du pays, nous allons finir et aller prendre le trésor de notre pays. Donc, il faut pouvoir collecter, il faut pouvoir stocker, il faut pouvoir vendre. Et tout le processus, ça prend beaucoup de temps. Donc, ça fait qu'on a besoin de beaucoup de moyens financiers. Et le PAEG est là, en tout cas, pour pouvoir nous assurer ça. Walid et bien d'autres ont gagné dans le développement des compétences entrepreneuriales. Celui qui se qualifiait de débrouillard il y a encore 3 ans a retrouvé son chemin tout tracé. On a commencé comme vendeur de carburant au bord de la route, ensuite comme commerçant de moto et plus tard on s'est lancé dans ce domaine-là. Mais au départ, initialement, on n'était que dans le conventionnel, on n'était que dans l'achat et vente, on en rachetait et qu'on allait livrer à des exportateurs à Lomé. Mais au fil des temps, on s'est rendu compte que on pouvait créer une chaîne de valeur pour garantir non seulement un marché à nos producteurs, mais aussi leur niveau de vie. Et à nous-mêmes, on pourrait créer de l'emploi et améliorer en tout cas notre niveau de vie aussi. Création des emplois, amélioration du niveau de vie, le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans le secteur porteur en fait des priorités et le niveau d'atteinte des résultats prévus sont édifiants. Nous devons à terme créer 20 000 emplois, mais à ce jour nous sommes à 35 000 emplois créés. Ce sont des acteurs à qui nous avons directement octroyé des crédits et qui opèrent sur le terrain et qui livrent de la matière ou des services à d'autres acteurs des différentes chaînes de valeur que nous avons promues. Le PAEGSP est un cas particulier en termes de mise en œuvre et d'obtention des résultats. Mais ceci, il faut le dire aussi, grâce au suivi régulier du partenaire financier qu'est la BAD. Puisque c'est un projet pilote, la BAD a un regard très fin sur chaque action, chacune des actions que nous menons sur le projet. C'est ce qui nous a permis d'obtenir ces résultats-là. En 5 ans, le PAEG a formé et inséré dans les chaînes de valeur et clusters 1420 jeunes, 1159 groupes financés, 20 petites et moyennes entreprises accompagnées financièrement pour un montant de plus de 13 milliards de francs CFA. Ce qui nous réjouit au niveau de l'unité de gestion du projet, c'est l'appropriation de l'approche du projet par les bénéficiaires, qui est un élément important, qui est le résultat que le projet peut laisser lorsqu'il aura fini d'exister. Mais aussi, l'autre aspect qu'il faut apprécier, c'est le fait que le projet ait quand même amené les institutions financières qui régignaient tant le secteur agricole à s'intéresser cette fois-ci au secteur pour pouvoir accompagner les acteurs à mieux développer l'agriculture. Le projet a pris en compte des jeunes ayant l'âge compris entre 18 et 45 ans. Acteurs principaux des chaînes de valeur, ils se soutiennent pour plus d'efficacité dans la création de la valeur ajoutée.
Ils sont dans le soja, le maïs et le manioc. Nos perspectives vis-à-vis de Paège aujourd'hui est que nous puissions renforcer encore le lien qu'il y a entre la structure Paège SP et également renforcer le côté formation des personnes qui sont dans notre structurante. Malgré tout le travail que Paège a fait, il reste toujours des difficultés à surmonter. La contractualisation, qui est un processus aussi qu'il faut respecter, et également déjà se projeter. Nous sommes aujourd'hui à un financement et nous voulons plus encore pour que nous puissions vraiment satisfaire les clients qui restent. Les volailles et des petits ruminants font partie des spéculations choisies. À Niamchougou, dans la Kara, Kombigan s'impose depuis bientôt 3 ans dans le business des petits ruminants. C'est moi le directeur même. C'est moi qui fais la collecte dans les marchés. Je rentre dans les fermes, dans les villages pour faire la collecte de mes bêtes. Avec le soutien de PASP, aujourd'hui j'ai la chance, j'ai eu au moins 2 magasins. Un magasin dans la forêt de la Kéran, un autre dans la forêt de Felgou. Quand je fais le chargement, maintenant pour aller à la capitale, j'ai changé beaucoup de choses dans l'entreprise. C'est grâce à ces moyens que j'ai pu quand même évoluer. Et j'ai encore cherché des jeunes qui travaillent avec les employés, qui travaillent avec moi. J'ai multiplié encore le nombre d'employés. L'autre force de ce projet, c'est bien l'amélioration de la contractualisation des relations au sein des clusters. 70% de taux de contractualisation, 83% de taux d'exécution des contrats, 64% de taux de respect des engagements contractuels. L'unité de gestion a composé avec des structures extérieures pour mener à bien la mission. Dans une approche de fait faire, Inades Formation et Agaïb Central interviennent dans l'accompagnement des jeunes promoteurs. Nous avons déployé les animateurs au niveau des zones. Donc par rapport aux cibles à atteindre, nous avons défini des zones. Et chaque animateur devait s'occuper soit d'une préfecture ou une partie d'une préfecture pour accompagner les acteurs de la chaîne de valeur. Et donc, les superviseurs sont là, qui sont les experts en production animale, en production végétale, en production, en marketing, en suivi-évaluation, et le chef de mission. Donc, qui devait superviser les activités de ces animateurs au niveau de chaque région pour s'assurer que les choses se déroulent correctement par rapport à ce qui est attendu de la Agaïb centrale et que chacun joue sa partition, respecte les engagements et tout ça. Une intervention régulière pour mettre en confiance les institutions de microfinance. La coordination a mis les bouchées doubles pour démystifier le financement du secteur agricole. Alors, agricole, donc, s'il vous plaît, retenez ça. Dans la chaîne de valeur agricole, il y a 2 choses. Il y a d'abord l'acquisition de masse, qui provient du fait qu'en trouvant un ancrage dans la chaîne de valeur, On a essayé d'intégrer dans ce cycle de formation le maximum d'institutions financières pour d'abord créer une sensibilisation autour de ce financement agricole. Ce financement qui a souvent été, on va dire, réputé risqué, mais en réalité, quand on se dote des bonnes méthodologies, ça devient un secteur comme un autre. Au contraire, ça devient un secteur beaucoup plus porteur du fait que l'économie togolaise est portée par le secteur agricole. Je vois le secteur comme étant porteur et je ne vois aucune raison qui va nous empêcher de pouvoir le percer encore et encore. Et comme j'ai dit, d'ici à 5 ans, moi je pense que les chaînes de valeur agricole au Togo vont se développer beaucoup plus. Et la preuve en est, on en a une qui est très jeune et qui maintenant fait des prouesses, celle du soja et du soja bio. Et donc à cette image-là, je pense que toutes les chaînes de valeur peuvent connaître le même succès encore plus. Et grâce, bien sûr, à un secteur financier qui est complètement intégré dans les chaînes de valeur et qui les pousse et qui preste avec des services financiers de qualité. L'expérience du Paège a permis de dérisquer le financement agricole. Aller sur le secteur agricole au Togo n'est plus un grand risque pour les institutions financières. D'autant plus que le Paège
apporte les deux éléments fondamentaux dont les institutions financières ont besoin, c'est-à-dire le marché dont l'institution financière a besoin pour s'assurer que le service ou le produit ne serait pas sous le bras du producteur, mais aussi la compétence, puisqu'il faut que le porteur du projet ait les compétences nécessaires en termes techniques et en termes managériels de gestion de son unité d'exploitation pour permettre aux financiers de savoir que je ne vais sur un terrain risqué, mais sur un terrain où je maîtrise tant soit peu les risques. Autre défi, réduire significativement la vulnérabilité des producteurs face aux aléas climatiques. Beaucoup espèrent un paillage SP2. Il devra prendre en compte la mise en œuvre de produits et services d'assurance adaptés permettant de suppléer à l'incapacité des parties contractantes à honorer leur engagement. On annonce aussi la consolidation et la pérennisation du mécanisme de financement actuel promu par le projet. La voie est donc balisée pour justement faire du cluster le mode dominant d'organisation du secteur agricole au Togo. Une prière pour que l'eau jaillisse des entrailles de la terre. Jeunes et adultes, chacun implore les mannes des ancêtres. Cette énième tentative ne doit pas être encore vaine. L'accès à l'eau potable dans cette partie des plateaux, un parcours de combattants. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les habitants de Bouré. L'annonce de l'arrivée des foreurs sonne tel un espoir. Le site du forage est apprêté. La première tentative commence. Des dizaines de mètres de profondeur déjà creusés, mais l'essai n'est pas concluant. Le problème est récurrent dans la région. Le projet Santé des enfants et communauté, eau, hygiène et assainissement veut relever le défi. Au cours de la troisième phase du projet, nous avons fait 10 mini-adductions d'eau potable. Et sur les 10, nous avons constaté que 5 ont un problème de débit. C'est vrai que nous avons 5 mètres cubes, mais c'était insuffisant pour alimenter les populations en eau potable. Donc le bailleur a décidé de faire de nouveaux forages en vue de remédier à la situation dans ces communautés. Bouré, où nous sommes aujourd'hui, fait partie du projet pilote sur lequel nous avons utilisé un forage de moins d'1 mètre cube pour alimenter en eau potable la population. Alimenter en eau potable l'ensemble du territoire, tout le défi est là. Le gouvernement table sur la couverture universelle à l'horizon 2030. Des chantiers vont être lancés dans ce sens. À 30 km un peu plus à l'ouest des plateaux, Sodo. Bien que le canton dispose d'eau, trouver de l'eau potable reste un luxe dans certaines parties de la localité. Nous avons déjà de l'eau qui sort des robinets. Si vous circulez dans presque toutes les maisons, il y a un robinet. Donc, sauf que l'eau qui sort des robinets, c'est de l'eau qui n'est pas potable. C'est ça le problème. Il y a un système qui existe déjà, un système qui distribue l'eau dans les ménages. C'est ce système-là qu'on est en train de réhabiliter maintenant. Et la solution, la voici. Un ouvrage qui va bientôt mettre fin aux difficultés quotidiennes des habitants. Là maintenant, nous sommes en train de réaliser les travaux sur le site du barrage pour pouvoir venir à bout de ce problème. L'eau que nous prenons actuellement dans le village vient de la rivière Oufo. L'eau va arriver de cette rivière. Il y a un captage là-bas. L'eau arrive et elle sera stockée dans le dispositif qu'on est en train de construire. Et ensuite, à partir de là,
l'eau va être distribuée dans les ménages. De l'eau potable dans les ménages, avec un débit beaucoup plus amélioré, les populations dans les savanes en disposent de plus en plus. Les projets d'urgence lancés dans la région est un véritable ouf de soulagement pour les bénéficiaires. La direction régionale de l'eau nous édifie sur les réalisations faites sur le terrain. Nous allons tout à l'heure dans la zone de Koungouaré où nous allons visiter une dizaine d'ouvrages réalisés dans le cadre du projet d'urgence récemment lancé par le gouvernement. Dans le cadre de ce projet, le ministère, grâce à sa brigade mobile, a pu à ce jour réaliser autour de 87 forages équipés de pompes à motricité humaine dans les communautés et sur les ZAP, les zones d'aménagement agricole planifiées, et dans les bases militaires. Mais ces forages équipés de pompes à motricité humaine, c'est provisoire parce que la vision du secteur est de remplacer rapidement ces PMH par des forages, des pompes photovoltaïques et alimentées par l'énergie solaire. Premier arrêt, Nagbeni dans le Pendjal, à plus de 60 km de la ville de Dapaon. Comment vous allez? Ça va bien. Actuellement, le forage marche bien. Le pompage est bon. Le château est toujours plein. Ça veut dire que l'eau coule abondamment au niveau des monts. Nous avons installé un système de pompage qui refoule l'eau dans un château de 50 mètres cubes d'eau. Et à partir de ce château, on a pu alimenter tout le village de Nagbeni sur environ près de 12 bonnes fontaines. Et à partir de ces 12 bonnes fontaines, complètement qui quadrillent tout le village, les populations s'approvisionnent facilement. Au-delà des bonnes fontaines, nous avons des abonnés privés. On sent vraiment de l'engouement autour donc, de l'ouvrage. Parmi ce groupe d'hommes venus à la rencontre du visiteur, il y a ceux qui font partie de l'OCEPA, Association des usagers et des services de l'eau potable. La direction improvise une réunion de circonstances pour s'enquérir de l'état de fonctionnement des infrastructures. Chaque matin, on tourne sur les BF pour voir comment les BF travaillent. On regarde les fontainiers s'ils font leur travail. Après une semaine, on circule et on collecte les fonds qu'ils ont reçus un peu, qui peut nous servir pour arranger et faire les petits problèmes et ce qui est gâté un peu. Donc c'est ce qui est notre travail. Et chaque fin du mois, on s'assied ensemble le bureau, on regarde ce qui s'est passé comme problème de gauche à droite, ce qui est gâté, comment on peut réparer cela. Une manière de veiller sur la bonne santé des ouvrages. En peu de temps, la région des Savanes a bénéficié de beaucoup de projets pour l'accès durable à l'eau potable. Le taux de couverture est estimé entre 60 et 67%. La situation dans la région est totalement connue. Et la vision, c'est de réaliser au moins un forage pour chacune de ces localités. La plupart des villages sillonnés abandonnent les puits au profit des bonnes fontaines et pompes à motricité humaine. Nous sommes fiers de l'arrivée de l'eau potable dans notre communauté. Avant, on allait au loin pour chercher l'eau, souvent dans les puits, souvent des recueils d'eau. Mais actuellement, nous n'avons plus cette souffrance comme avant. Et nous sommes épargnés de beaucoup de maladies. On ne va plus tellement à l'hôpital comme il le faut avant. Comme quoi, là où coule l'eau, resplendit la vie. Il faut donc la rendre disponible, cette denrée précieuse, dans toutes les concessions. En tout cas, c'est un engagement du gouvernement. Un engagement qui se concrétise à travers projets et programmes. À Kara,
La phase 2 du projet eau et assainissement permet de renforcer la production et la distribution d'eau dans la région. On a commencé le projet depuis 2015 et aujourd'hui nous sommes en pleine phase d'exécution. Et à Kara principalement, le projet va d'abord réhabiliter la prise d'eau au niveau du barrage et ensuite va construire une seconde unité de traitement d'eau potable. Aujourd'hui, pour la ville de Kara, on est autour de 60% en taux de desserte. Mais pour les autres villes telles que Niamtougou, Pagoуда, on est au-delà de 60%. L'apport de ce projet permettra de couvrir ces besoins qui restent. Et au-delà de ça, il y a des villes, la périphérie de la ville, vers le sud, en venant de Bafilo, où on va aussi faire un projet qui est à l'étude actuellement, qui va prendre l'eau des montagnes de Koumondé pour drainer vers la ville de Kara. Là, on aura un impact de 10 000 m3 sur la production. Environ 12 milliards vont être nécessaires à la mise en œuvre de ce projet. En attendant, les travaux d'extension du réseau se poursuivent. Ils prennent en compte les chefs-lieux et les autres préfectures de la région. Dans la centrale, les anciennes installées sont en cours de réhabilitation. De nouveaux chantiers d'infrastructures hydrauliques voient le jour. Avant, l'eau coulait dans la rivière d'abord avant d'aller sur l'autre barrage. Mais actuellement, nous avons mis les conduites. Bon, ces conduites permettront quand même d'avoir une eau propre depuis le barrage jusqu'à la station de traitement. Voilà aussi un autre avantage que nous avons actuellement. Et voici la station de traitement en question. La conduite de transfert qu'on a vue au niveau du barrage, qui démarre au niveau du barrage, est une conduite de transfert PEHD 400 qui ramène directement l'eau du barrage jusqu'au niveau de l'UTEP. Et comme vous l'avez constaté déjà, actuellement il y a 2 décanteurs qui sont en cours de réhabilitation et il est question de traiter l'étanchéité intérieure de ces décanteurs-là. Une fois fini, maintenant on va renvoyer l'eau en amont au niveau de la cascade qui ensuite va passer par des filtres et atterrir au niveau du réservoir d'eau de lavage d'une capacité de 45 m3. Ensuite, après traitement, ça passe directement au niveau du réservoir d'eau traitée qui a une capacité de stockage de plus de 300 m3 avant de renvoyer directement la totalité de l'eau au niveau de la ville de Sokodé. Pour que tous les ménages soient atteints, ce nouveau château reste un grand atout. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons des difficultés dans la distribution eu égard au positionnement des ménages dans les différents points de la ville de Sokodé. Mais ce site étant le point le plus élevé, nous espérons qu'à la fin de ces travaux, lorsque le château sera lancé, nous allons atteindre tous les ménages et desservir en quantité et en qualité suffisante la population de Sokodé. Les localités déjà desservies, comme ici à Yélivo, ne cachent pas leur bonheur, quand surtout ce point d'eau devient un instrument de cohésion sociale. Lokota de takasona de vena lokota yalvoda de vena kioko yele danja de sena eso sena me miodo senada. La vie se transforme là où coule l'eau. La feuille de route gouvernementale 2020-2025 priorise les ambitions en matière de desserte en eau potable. 95% en milieu rural, 85% en milieu semi-urbain, 75% en milieu urbain, soit 85% de couverture au niveau national. Pour y parvenir, des investissements dans les techniques modernes sont explorés, comme c'est le cas sur le chantier d'Agou dans les plateaux. Les travaux consistent à mobiliser l'eau de surface sur la rivière Zio, à la traiter à 1 km après la rivière
et a envoyé l'eau traitée dans 2 réservoirs réalisés dans la ville d'Abou. Voilà, donc ici nous sommes à Kati, sur la station de captage au niveau de la rivière Zio. Donc là, ils sont en train de poser les conduites pour le captage de l'eau. Après la pose des conduites, il y aura un réservoir qui va être construit dans ce trou-là. Et c'est dans ce réservoir que les pompes seront logées pour pouvoir pomper l'eau jusqu'à la station de traitement. Ils vont poser des conduites dans tous les quartiers de la ville d'Abou pour desservir toute la population de la ville d'Abou. Pour la ville de Blita, là c'est des forages à gros débit qui vont être réalisés pour alimenter, disons, 3 réservoirs. Donc là aussi, il y aura 20 km de conduite qui seront posés pour la ville de Blita pour desservir toute la population jusqu'à l'horizon 2045. À le voir, l'accès à l'eau potable est en forte progression au Togo. De 25% en 2015, le taux de desserte tourne autour de 70% au niveau national en 2019. Dans la maritime, le secteur connaît un coup d'accélérateur pour satisfaire les besoins dans les zones difficiles. Nous produisons en moyenne 2000 mètres cubes au jour. Mais le besoin à court terme de cette même population est estimé à 2800 mètres cubes au jour. Vous voyez que nous avons un déficit de 800 mètres cubes au jour. Et c'est ce déficit qui est surtout à la base du manque d'eau, du problème d'eau que nous rencontrons dans la ville de Thiévié. Donc nous sommes en charge de la réalisation des travaux de la ville de Thiévié et nos travaux consistent à la construction d'un château d'eau de 700 mètres cubes, de la réhabilitation de l'ancien château de 1000 mètres cubes par le renouvellement de son étanchéité. En plus de ça, on a la réalisation de 2 forages, un de 50 mètres cubes et un autre de 150 mètres cubes de débit. Et en plus de la rénovation de l'UTEP, c'est-à-dire l'unité de traitement des eaux potables. De l'eau potable et saine, la ville de Lomé fait partie des grands consommateurs de cette ressource importante. Mais seulement, la ville s'agrandit et les besoins en eau avec. Des projets d'envergure sont lancés ça et là pour la cause. Les localités périurbaines sont aussi dans le viseur. Nous sommes ici sur la base vie de Logoté qui abrite le château d'eau de 1300 mètres cubes. Nous avons le site d'Atiégou qui abrite le château d'eau de 400 mètres cubes, le site de Zosimé de 200 mètres cubes, le site de Alenka 100 mètres cubes et le site de Dangbesito 50 mètres cubes. Notre entreprise a pour mission de construire ces châteaux d'eau, d'équiper les forages qui étaient produits sur le projet Purise et d'alimenter ces châteaux, de les connecter avec les anciens ouvrages hydrauliques qu'exploitait déjà la TDE sous le patrimoine de la SPO. Nous avons ici le château d'eau de 1300 mètres cubes qui va être lui-même connecté à d'autres châteaux d'eau, le château d'eau de Lankouvi et le château d'eau de Zanguera. Et ça va desservir les localités ici, Sagbado, Logoté, jusqu'à Lankouvi. Ça va renforcer l'ancien réseau de la TDE qui va être versé jusqu'à Adjidogomé, etc. Le château d'eau de baie d'une capacité de 3000 m3 est rénové et mis en service pour répondre de façon durable à la demande. Donc au niveau du baie château, nous avons déjà le réservoir existant de 3000 m3. Les travaux ont consisté à la réalisation d'un forage à gros débit qui nous donne un débit moyen de 150 m3. Ça nous a permis d'améliorer la desserte, puisque depuis longtemps, nous avons eu des problèmes de manque d'eau au niveau de ce secteur de baie à Bepozo en allant. Et quand nous prenons le site de Boka, au niveau de Boka, les travaux ont consisté à la réalisation d'un nouveau forage, également à gros débit, qui nous donne un débit moyen de 120 m3/h, et avec la réalisation d'un réservoir modulaire.
de 500 mètres cubes. Là également, c'est un secteur qui a été ciblé parce que nous vivons, c'est-à-dire que des périodes de pénurie d'eau au niveau des quartiers Nikonakwe et Kodjo-Via-Kofé. À ce jour également, ce système est mis en marche et ça a permis d'améliorer la desserte au niveau du secteur. La desserte, oui, mais pas seulement. Il faut aussi et surtout assurer la qualité de l'eau. Au centre de production d'eau de Kakaveli, un laboratoire est construit à cet effet. Le laboratoire, c'est un joyau vraiment très important qui entre dans la qualité de l'eau qui est distribuée à la population parce que le contrôle de la qualité est un aspect vraiment capital pour le service public d'eau potable. Et donc, à partir de ce laboratoire, la T2E sera vraiment en mesure de faire toutes les analyses possibles pour que l'eau de qualité soit vraiment donnée à la population. Il ne suffit pas seulement de produire et de distribuer, il faut que l'eau distribuée donne la santé aux consommateurs. L'eau de qualité à l'ensemble de la population, mais pas de n'importe quelle manière. Le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise veut expérimenter ce qu'il convient d'appeler la délégation de services publics en eau. Lors de ses vœux au gouvernement le 6 janvier 2021, le chef de l'État, son Excellence, M. Faure et son Nyassingbe, l'a encore réitéré, je le cite. Plus important, c'est donner l'eau, l'électricité et les pistes aux populations. L'accès à l'eau potable n'est pas seulement une question d'infrastructure, c'est un ensemble de solutions qu'il faut apporter depuis la recherche de la ressource jusqu'à sa mise à disposition aux usagers, en passant par la gestion durable de la ressource elle-même et des ouvrages. Dans la commune Zio 2, la dynamique est enclenchée. Le processus est en marche. Le défi pour le ministère, c'est d'arriver à la délégation du service à des opérateurs privés pour éviter que l'État soit à la même institution qui installe, qui fait les investissements et qui soit encore appelé à faire les réhabilitations, à faire les maintenances parce que les occupants n'ont pas toutes les capacités organisationnelles et économiques pour assurer cette maintenance. Donc là, essentiellement, après la signature, nous avons démarré avec les études. Une étude technique pour savoir l'existant, pour avoir une connaissance approfondie de l'existant. Savoir quel est l'état du patrimoine, où sont passés le réseau, qui sont les abonnés sur le réseau. L'autre étude aussi importante, c'est d'avoir la confirmation de la demande sociale. Jusqu'ici, la gestion de l'eau est assurée par l'OCEPA, Association des usagers des services d'eau potable et assainissement. Tous les jours pratiquement, il faut contrôler les activités sur les réseaux. S'il y a une panne, il y a une pièce à changer sur un BF, il faut intervenir via les plombiers, les agents de la maintenance. Tu les appelles, ils viennent, ils font leur réparation. Et il y a les stations de pompage. S'il y a une panne là-bas, il faut intervenir. La gestion financière est aussi coordonnée par la trésorerie et le collecteur. Donc c'est comme ça on évolue tous les jours pratiquement. Et à la fin du mois, il faut un état. Un modèle qui a montré ses limites. Présentement, il y a les tuyaux qui sont pratiquement en surface. Quand il y a les travaux d'aménagement de la voie, et forcément, il y a les casses. Il y a la sûreté aussi, la sûreté qui nous coûte extrêmement cher. On est facturé de façon industrielle. Il y a aussi les moyens de déplacement. S'il y a une casse, par exemple, à pratiquement 2 km, comment intervenir sur la vanne qui est à 2 km. Les premiers responsables de la commune Zio 2 espèrent de profonds changements quant à la gestion et la pérennité de l'eau. Cette délégation dans le domaine de l'eau va permettre d'améliorer un peu le service qui est donné jusqu'alors. Avec le projet, cette entité sera changée par un opérateur beaucoup plus formel
qui est à même de pouvoir faire des investissements sur le réseau, pouvoir avoir des facilités de prêt et puis améliorer un peu le service de l'eau tel qu'il est donné jusqu'à ce jour. Tout cela pour limiter le stress hydrique et pour que chaque Togolais, où qu'il vit, puisse se désaltérer sainement.